cette gestion des sources de financement. Aujourd'hui, le but principal, c'est d'évaluer l'efficacité, disons, si vous voulez, du management de l'entreprise dans cette gestion des sources de financement, et oui, aussi de comprendre les possibles causes d'une, disons, réserve en matière de potentiel et de pouvoir offrir des mesures de correction. Je préfère, comme la fois passée, de vous présenter peut-être un fichier Excel et d'essayer de discuter sur le format d'un bilan financier. Je crois que c'est plus simple comme ça. Donc, je vais faire la projection de mon écran. Je crois que vous le voyez maintenant. Donc, j'ai ici dans mon Excel, disons, l'image d'un bilan financier. Vous avez évidemment à droite le passif, à gauche l'actif. Les sources de financement, vous le savez très bien, se retrouvent dans la partie de passif et ces sources se matérialisent dans des différents éléments d'actifs, forment les actifs si vous voulez. Je voudrais partir du fait que, bon, et nous l'avons discuté déjà, du fait que l'entreprise n'a pas comme but final de tout simplement détenir des actifs. Et détenir des actifs, ça crée des problèmes parce que pour détenir cet actif de n'importe pas, disons 100 000 euros, terrain, bâtiment, stock de matières premières, de produits finis, créances clients et même des disponibilités, pour avoir ces ressources, ces actifs, ces ressources à un moment donné, c'est obligatoire de détenir les sources de financement d'une valeur égale pour financer ces ressources, pour former, pour matérialiser les ressources de l'actif. Et détenir des sources de financement, bon, avoir à sa disposition des sources de financement, ça signifie quoi? D'un côté, c'est difficile d'avoir accès. Si nous créons une entreprise maintenant et nous voulons amasser un capital de 5 000 euros, ça peut s'éprouver être difficile. La première pensée, c'est d'apporter du capital social, mais c'est possible que la conclusion soit que nous, ensemble, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas les 100 000 pour les apporter comme capital social. Deuxième chose que nous pouvons penser, c'est d'aller à la banque pour demander pour un emprunt. La réponse presque sûre de la banque va être, vous êtes une entreprise débutante, nous ne finançons pas des entreprises débutantes, c'est très risquant. Troisième chose qu'on peut penser, si nous avons les informations nécessaires, c'est d'essayer d'appliquer pour obtenir des subventions non remboursables. Et ici, je fais une parenthèse pour vous donner les informations nécessaires. Il y a 3 ou 4 jours, au niveau national, ils ont publié la liste avec les administrateurs de fonds dans le programme Innotech Student. Je vous ai raconté de ce programme dans les classes passées. Je vous ai raconté que dans les dernières 7 ou 8 ans, notre université a fonctionné presque toujours comme administrateur de fonds et nous avons financé des centaines d'entreprises. Donc, nous avons stimulé comme ça, disons, l'entrepreneuriat. Et maintenant, un nouveau programme commence à niveau national qui s'appelle Innotech Student. Ils ont choisi des administrateurs au niveau régional et notre université a été choisie pour administrer, parmi d'autres administrateurs, pour administrer ce programme. Donc, ça signifie que dans le futur proche, commençant par décembre ou plus sur janvier 2022, vous pouvez entrer dans ce programme, parcourir des classes dans le domaine de l'entrepreneuriat, élaborer un plan d'affaires appliqué pour recevoir jusqu'à 100 000 euros pour commencer des affaires. Ce n'est pas évidemment notre sujet d'aujourd'hui, mais j'ai juste voulu vous informer d'un côté et de l'autre côté, souligner le fait que pour une entreprise débutante, les programmes avec des subventions non remboursables peuvent être une source de financement parfois de base et parfois la seule solution
pour réussir de former les actifs, donc les ressources nécessaires pour dérouler l'activité que nous planifions. Mais ce que j'ai voulu souligner, que l'accès à des sources de financement est limité et difficile. Donc, ce n'est pas un rêve de devoir amasser des sources de financement importantes. Et n'oubliez pas, une fois que nous détenons les sources de financement, ou nous les avons, nous, l'entreprise les a à sa disposition, ce qui est difficile, comme vous l'avez vu. Mais d'ici, elle commence de supporter les coûts de financement. Les sources de financement impliquent des coûts, comme les intérêts pour les emprunts bancaires ou comme les dividendes pour le capital social. Et en plus, les sources de financement impliquent des risques, ce que je pense que vous comprenez. Comme pour les emprunts bancaires, évidemment, il faut les repayer, il faut payer le capital, en général chaque mois une petite partie. Il faut apporter des garanties et si l'entreprise à un moment donné arrive de n'être plus capable de payer, elle doit traiter le risque d'être liquidée ou d'avoir les garanties liquidées. Pour les subventions non remboursables, ce sont des sources de financement non remboursables, mais quand même l'entreprise financée, l'entreprise bénéficiaire a des obligations. Par exemple, parfois, il y a l'obligation de créer des places de travail. Dans le programme Innotech Student, duquel je vous ai parlé, pour obtenir 100 000 euros, on a l'obligation de créer 5 places de travail, ce qui n'est pas peu dans les conditions où, comme vous l'avez vu, une entreprise, pas une entreprise débutante, en moyenne, les entreprises qui existent déjà. Donc, au niveau national, 75% de toutes les entreprises, si vous vous rappelez, avaient 0, 1 ou 2 employés. Donc, pas seulement les entreprises débutantes. C'est la statistique pour toutes les entreprises, même les entreprises qui existent déjà, ou en particulier les entreprises qui ont déjà un historique. Donc, si c'est la moyenne, si c'est la plupart des compagnies qui existent, évidemment, ce n'est pas quelque chose de normal de commencer une affaire avec 5 places de travail. C'est quelque chose à penser. Mais une fois qu'on a signé le contrat, on a obtenu la subvention, on a l'obligation de créer les places de travail, ce qui va apporter une pression sur la compagnie. Donc, encore une fois, je veux souligner le fait que les sources de financement impliquent des coûts et impliquent des risques pour la compagnie. Donc, à cause de toutes ces choses, ce n'est pas une rêve de tout simplement, un but de tout simplement détenir ou attirer des sources de financement. Mais par malheur, on a besoin de ces sources de financement pour former l'actif. Ce n'est pas un but final de détenir l'actif. Les terrains, les bâtiments, les outillages, les stocks et les créances. Pour beaucoup de raisons. Détenir des terrains, des bâtiments, ça implique des impôts sur les terrains et sur les bâtiments, le besoin de les entretenir, ça implique des coûts supplémentaires. Détenir des outillages, évidemment, la même chose. Il faut assurer leur maintenance, l'entretien. Évidemment, les outillages perdent leur valeur en temps. Il y a cette dépréciation physique et morale. Pour les stocks, il y a bien sûr la périssabilité. Mais la limite la plus importante, je le considère comme la plus importante, l'effort le plus important pour détenir des actifs, c'est encore une fois le coût du capital, la difficulté d'attirer les sources nécessaires et le coût de ces sources de financement. Donc, ce n'est pas un but de détenir des actifs. Plutôt, on dirige l'attention, oui, dans l'actif de l'entreprise envers le résultat, les bénéfices qu'on espère d'obtenir. Et si on définit comme but, même si ce n'est pas le but final, disons un but de base, le résultat de l'exploitation, voilà ici,
on peut comprendre que pour obtenir un certain résultat au niveau d'une année, au niveau d'un exercice financier, nous sommes obligés de dérouler une activité d'exploitation, de rouler le cycle d'exploitation. Et par malheur, pour dérouler cette activité d'exploitation, opération par opération, on a besoin de ressources. Ça signifie qu'on a besoin de détenir des actifs. Et par malheur, pour détenir des actifs, il faut détenir les sources de financement du passif. Donc, si c'est ça, si nous arrivons de détenir, de mobiliser, de attirer des sources de financement ici dans le passif avec le but de générer des résultats d'exploitation, alors il faut aussi juger l'efficacité dans ce processus. Parce que si on cible un résultat de, je ne sais pas, disons 50 000 euros par an, résultat d'exploitation, quelle est la valeur des sources de financement que je peux considérer comme normale d'attirer? C'est clair qu'il y a, voilà, une relation. Est-ce qu'il vaut la peine de mobiliser 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros comme source de financement juste pour générer un résultat d'exploitation de 50 000? Évidemment que cette relation existe. Évidemment qu'il y a, comme vous l'avez vu, l'accès difficile aux sources de financement, les coûts et les risques impliqués par la présence de ces sources de financement dans le bilan de l'entreprise. Donc, quel est le résultat d'exploitation qui justifie ces sources de financement, ces coûts et ces risques? Pour juger l'efficacité de la gestion des sources de financement, vous devez penser que, évidemment, nous essayons de maximiser le rapport entre l'effet, le résultat et la valeur de ces sources de financement vues comme effort. Oui? Et on voit cette définition de l'efficacité dans la gestion des sources de financement par l'intermédiaire d'une comparaison entre les effets et les efforts réalisés. Mais quand même, bien que vous l'allez voir, on va utiliser des indicateurs plus tard qui comparent directement le résultat à la valeur des sources de financement. Et comme ça, on va construire des indicateurs, plus exactement des indicateurs de rentabilité. Nous restons maintenant à une phase intermédiaire qui est utilisée dans ce domaine de l'analyse financière. À une phase intermédiaire, plus exactement au volume d'activité qu'on peut soutenir par les sources de financement mobilisées. Évidemment, comme j'ai dit, on exploite l'actif, on génère des revenus, évidemment, on enregistre aussi des charges et comme différence entre les deux, on arrive à la valeur du résultat d'exploitation. Donc, comme phase intermédiaire, on peut utiliser le chiffre d'affaires. C'est un indicateur de résultat qui exprime très bien le volume d'activité. Oui? Donc, pour juger l'efficacité dans la gestion des sources de financement, on va voir la valeur des sources de financement comme expression de l'effort et on va voir le chiffre d'affaires comme expression de l'effet plus direct de l'utilisation de ces sources de financement. Et la relation entre les deux, les sources de financement et le chiffre d'affaires généré par l'utilisation de ces sources de financement pendant une année, la relation de ces deux est évaluée par des indicateurs qui tiennent de la vitesse de rotation que vous avez déjà discuté au management financier. Et la logique de base, c'est de rapporter au niveau d'une année, par exemple, le chiffre d'affaires à la valeur du passif ou, si vous voulez, à la valeur de l'actif. C'est du point de vue mathématique la même chose.
pour calculer le nombre de rotations ou de rapporter la valeur de l'actif au chiffre d'affaires fois la durée en jour de la période, disons 365 pour une année, pour approximer la durée d'une rotation. Donc, l'idée, c'est que la vitesse de rotation peut être exprimée dans ces deux formes, soit le nombre de rotations au niveau d'une certaine période, soit la durée d'une rotation, mesurée en jours. Bon, les indicateurs, on utilise toutes sortes d'indicateurs. On parle de vitesse de rotation de l'actif total, du passif total, c'est du point de vue mathématique la même chose. La vitesse de rotation de l'actif immobilisé, vitesse de rotation de l'actif circulant, vitesse de rotation des stocks, des créances clients en particulier, la vitesse de rotation du capital propre ou du capital permanent, des dettes à court terme, des dettes fournisseurs en particulier. Dans mon opinion, une partie de ces approches sont un peu théoriques. Donc, je vais me focaliser avec vous sur 5 indicateurs que je trouve beaucoup plus pratiques. Et je pense que c'est ça le but, de pouvoir appliquer ce qu'on discute. Et dans ce sens, je vous propose de discuter dans une première phase la vitesse de rotation de tout l'actif, donc dans sa entièreté. N'oubliez pas, l'actif est l'expression de la valeur des ressources détenues par l'entreprise à un moment donné. Mais ce qui nous intéresse finalement, c'est l'efficacité de la gestion du passif total, la valeur de toutes les sources de financement utilisées pour financer l'actif. Mais c'est l'actif qu'on exploite pour générer le chiffre d'affaires plus tard. Donc, au niveau d'une année, nous avons d'un côté la valeur de l'actif que l'entreprise utilise. Bien sûr, nous voyons l'actif dans le bilan comptable et pour nous dans le bilan financier. Nous avons traité un peu le bilan comptable. L'actif qu'on trouve dans le bilan financier, c'est l'expression de la valeur des ressources détenues par l'entreprise à la fin de l'année. Si c'est le bilan financier pour 2020, on voit là la valeur de l'actif total pour 31 décembre 2020. Bien sûr, nous partons de l'idée que cette valeur a été valable en grande partie à chaque moment pendant 2020. Ce n'est pas 100%, ça ne peut pas être 100% vrai. Évidemment qu'il y a des fluctuations, des changements pendant l'année. Mais on espère que la valeur qu'on trouve dans le bilan, donc la valeur de la fin de l'année, caractérise à un niveau acceptable toute la période de l'année 2020. Donc, c'est l'actif. Ensuite, on a le chiffre d'affaires. Évidemment, on le prend du compte des résultats. C'est le chiffre d'affaires cumulé pendant toute l'année 2020. Oui, c'est l'expression des ventes générées, enregistrées pour l'entreprise pendant toute la période de l'année 2020. En comparant les deux, le chiffre d'affaires vu comme expression du volume d'activité, volume des ventes, évidemment, valeur des ventes, mais encore une fois, dans tout le monde, c'est considéré comme une très bonne expression du volume d'activité. Donc, en comparant le chiffre d'affaires d'un côté par rapport à la valeur de l'actif comme expression de toutes les ressources utilisées, on essaie d'obtenir une expression, comme je dis, de l'efficacité de l'utilisation de l'actif et finalement de l'efficacité de l'utilisation du passif qui finance l'actif. Et si on fait le rapport entre le chiffre d'affaires généré pendant 2020 et l'actif total avec lequel on a généré ce chiffre d'affaires, ce qu'on obtient, c'est la vitesse de rotation de l'actif mesurée sous la forme de nombre de rotations. On va appeler cet indicateur le nombre de rotations de l'actif par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Combien de fois l'actif tourne par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. C'est l'expression qu'on utilise
qu'est-ce que ça signifie? J'espère que je vais clarifier meilleur ça plus tard quand on va discuter les parties composantes de l'actif. Mais en principe, ce que je vous prie de faire, c'est de le voir comme un indicateur de efficacité. Si le nombre de rotations de l'actif total par l'intermédiaire du chiffre d'affaires, c'est de, disons, 3, ça peut nous dire que pendant une année, ou pendant 2020, si nous parlons de 2020, en moyenne, chaque unité monétaire d'actif total génère 3 unités monétaires de chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, comme ça, c'est une expression de l'efficacité de l'utilisation de l'actif. Évidemment, on va essayer toujours de maximiser cette relation, de réussir de générer plus d'unités de chiffre d'affaires avec chaque unité d'actif total, parce que comme ça, on réussit de maximiser la relation entre le passif total et le chiffre d'affaires. Donc, on va réussir de générer 3 unités de chiffre d'affaires pendant une année avec chaque unité monétaire de passif total. Et donc, l'expression de l'efficacité, c'est évidemment l'augmentation du nombre de rotations de l'actif total par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Générer plus de chiffre d'affaires avec le même actif total ou minimiser la valeur de l'actif total à un chiffre d'affaires donné. Oui, donc c'est comme ça qu'on juge, qu'on voit l'expression de l'efficacité de l'exploitation de l'actif et finalement du passif. Si nous voulons, nous pouvons calculer, comme j'ai dit, la vitesse de rotation sous la forme de la durée d'une rotation. Pour simplifier, dans la plupart des situations en pratique, les spécialistes arrondissent la durée d'une année à 360 jours. Pourquoi? Pour dire tout simplement qu'une année a 12 mois et chaque mois a 30 jours. Cet arrondissement ne crée pas des erreurs signifiantes. Vous allez voir, c'est presque la même chose quand nous calculons les indicateurs. Nous allons utiliser 365, mais il n'y a pas de différence réelle importante. L'idée, si pendant une année, l'actif total tourne par l'intermédiaire du chiffre d'affaires 3 fois, donc le rapport chiffre d'affaires sur actif total, c'est 3, ça signifie que une rotation prend combien de temps? Si pendant 360 jours, l'actif tourne 3 fois, la durée d'une rotation, c'est 360 sur 3, ça signifie 120 jours. Donc, la durée d'une rotation, c'est toujours une expression de la vitesse de rotation de l'actif total. Oui, une fois qu'on a calculé le nombre de rotations, on peut calculer la durée comme 360 ou 365 sur le nombre de rotations, ou directement comme rapport entre l'actif total et le chiffre d'affaires fois 360 ou 365. On obtient la même chose. Donc, voilà. Si au niveau d'une année, nous avons un actif total de 5000, et nous réussissons d'assurer 4 rotations par an de l'actif total par l'intermédiaire du chiffre d'affaires, ça signifie que pendant toute la période de l'année, les 365 jours, en moyenne, avec chaque unité monétaire d'actif total, nous générons 4 unités monétaires de chiffre d'affaires. Donc, pendant toute l'année, on arrive de générer 400 000 euros ou unités monétaires en général, chiffre d'affaires. Oui? Le nombre de rotations, si nous avons ces informations, on le calcule comment? Chiffre d'affaires sur actif total, 400 000 sur 100 000, c'est 4.
Si nous voulons calculer la durée d'une rotation, nous disons actif total sur chiffre d'affaires fois, disons, 360, la durée en jour de la période. Ça signifie combien 90 jours, la durée moyenne d'une rotation. Pour des raisons pratiques, encore une fois, tous les deux indicateurs, vous pouvez les utiliser comme expression de la vitesse de rotation de l'actif total. Soit le nombre de rotations, soit la durée d'une rotation. Mais pour des raisons pratiques, je vous propose d'utiliser avec priorité le nombre de rotations. Parce que c'est plus facile de processer l'information que l'actif total tourne 4 fois par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Comme ça signifie que, comme je dis, chaque unité monétaire d'actif total génère par l'intermédiaire de son exploitation 4 unités monétaires chiffre d'affaires pendant une année. C'est plus facile de processer ça et de voir ça comme un indicateur d'efficacité. Bon, quel est le niveau considéré comme acceptable quand on fait l'analyse? Parce que évidemment, nous passons par les phases d'analyse statique. On calcule l'indicateur pour notre compagnie et maintenant nous essayons de évaluer. Bien sûr, si on obtient, je ne sais pas, 3 rotations, on fait une analyse descriptive. On explique au niveau de la première année, le nombre de rotations de l'actif total a été de 3. Donc, l'actif total tourne 3 fois par an par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Ça signifie que chaque unité monétaire actif total génère 3 unités monétaires chiffre d'affaires pendant toute la période de l'année. OK, on explique ça. On peut expliquer même que ça signifie que pour chaque unité monétaire passif totale, on arrive de générer 3 unités monétaires chiffre d'affaires. Oui, on a créé une description concernant cette partie de la gestion au niveau de l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la performance dans la gestion du passif, de l'actif et du passif, est-ce que c'est élevé, le niveau de performance? Pour cela, comme toujours, nous avons besoin d'un repère. Nous avons besoin d'établir un niveau de référence. Quel est le niveau qu'on considère comme élevé? Et si on arrive ou on dépasse ce niveau, on peut dire qu'on a une bonne performance ou que l'efficacité de la gestion du passif, donc des sources de financement, est élevée. Mais quel est ce niveau considéré comme optimal? Du point de vue statistique, on considère en général que l'efficacité de la gestion du passif est élevée si le nombre de rotations de l'actif total, du passif total, par l'intermédiaire du chiffre d'affaires par an est de moins 2. Donc au moins 2 rotations par an. Oui? Et vous voyez ici que j'ai écrit entre 1,4 et 2 rotations. On voit ça comme efficacité moyenne dans le management, dans la gestion des sources de financement. Et inférieur à 1,4 rotations au niveau d'un an, évidemment, ça montre déjà une efficacité réduite dans le management des sources de financement. Bon, n'oubliez pas, ces références sont établies au niveau d'une année. On ne peut pas attendre 2 rotations par mois. On peut faire l'analyse au niveau d'un mois, mais là, on ne peut pas attendre 2 rotations par mois. Si on attend 2 rotations par mois, ça signifie qu'on va attendre au moins 24 rotations par an. Non, on attend 2 ou plus de 2 rotations par an. Vous voyez? Donc, je vous propose d'arrêter un peu le discours théorique et de voir quelle est la situation au niveau de la région. Je vais accéder le serveur de la faculté. Vous avez le fichier que nous avons visité dans les classes passées aussi, avec la situation des entreprises de la région de l'Ouest. Un moment. Voilà.
Avec les 60, 62, 63 000 sociétés commerciales qui existent au niveau de chacun, vous voyez ici la dynamique du chiffre d'affaires. Voilà. Et ici, juste un moment. Euh, je peux générer des statistiques pour n'importe quel domaine d'activité. Donc, je ne sais pas. Si je choisis par exemple 4120, c'est le domaine des constructions. Euh, L'ordinateur va extraire toutes les compagnies de la région, pas de la région de l'Ouest, avec cette classe KN, donc les compagnies qui travaillent dans le domaine des constructions. Voilà, il avait environ 3000 compagnies. Ici, vous voyez le chiffre d'affaires cumulé pour toutes ces compagnies, pour chacun. Voilà, 2 billions, presque 800 millions lei. Ici, vous avez la valeur de l'actif total cumulé pour, encore une fois, tous les 3000, plus de 3000 compagnies. Et on peut calculer le nombre de rotations de l'actif total comme chiffre d'affaires total sur la valeur totale de l'actif. Un moment, ça dure un peu à cause de la dimension de la base de données. Ce n'est pas calculé en pourcentage, je dois changer de format. Donc voilà, 0,7 rotation, c'est la moyenne au niveau de ce secteur pour toute la région de l'Ouest. Et pour les années suivantes, un moment, donné à l'ordinateur un moment pour calculer. Voilà. Ça reste là dans la proximité de 0,7, avec des fluctuations d'une année à l'autre. Donc, c'est la moyenne au niveau du secteur. N'oubliez pas quand même, la moyenne ne peut pas représenter le niveau de référence. Pourquoi? Et je vous ai montré ça. Quels étaient nos objectifs dans la gestion des sources de financement? L'idée était de manager, de gérer les sources de financement pour dérouler une certaine activité, obtenir un certain chiffre d'affaires et arriver à un certain résultat. Mais si vous regardez les résultats de ces compagnies, et vous avez ici le résultat de l'exploitation pour toutes ces compagnies, vous voyez par exemple en 2012, le résultat cumulé au niveau de tous les secteurs, donc pour les 2753 compagnies, le résultat cumulé, donc la somme des résultats de toutes ces compagnies, était négative. Oui, évidemment qu'on avait parmi ces 2753 compagnies, on avait des compagnies qui rapportaient des résultats élevés, mais à la même fois, on avait des compagnies avec des pertes très importantes. Et au niveau du secteur comme total, voilà, en 2012, on obtenait des pertes. Donc, dans ces conditions, est-ce que cette valeur moyenne du nombre de rotations de l'actif total des 0,7, est-ce que ça peut représenter une référence pour la performance? Est-ce que c'est suffisant si nous réussissons 0,7? Je dirais que non, dans les conditions où ça reflète la moyenne et en moyenne, les compagnies enregistrent des pertes. Obtenir des bénéfices n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui obtiennent des bénéfices, mais ce sont des bénéfices très réduits qui ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût du capital. Vous comprenez? Donc, ne faites pas une confusion entre la valeur moyenne et la valeur optimale, la valeur que nous ciblons.
ne ciblons pas de ne placer au niveau moyen. Je vous montre au niveau de toute la région, et je pense que je vous ai montré ça dans le passé. Ici, c'est la situation de toutes les compagnies au niveau de la région, et vous pouvez la considérer du point de vue statistique comme valable pour toute la Roumanie, comme principe, comme structure. Vous vous rappelez que, voilà, ici dans ce graphique, en rouge, vous voyez chacun le nombre de compagnies qui rapportaient des pertes. En bleu, le nombre de compagnies qui rapportaient des bénéfices. Et vous voyez, j'espère que jusqu'en 2015, il y avait plus de compagnies qui rapportaient des pertes que le nombre de compagnies qui rapportaient des bénéfices. Et dans le passé, on avait toujours le nombre de compagnies qui rapportaient des pertes était supérieur. Donc, n'oubliez pas, dans ces conditions, la moyenne, ce n'est pas là où nous voulons nous placer. La moyenne n'est pas la définition de la performance. La moyenne cache beaucoup de compagnies, un très grand nombre de compagnies qui ne sont pas performantes. Ce n'est pas là où nous voulons nous retrouver. En revenant. Donc, nous pouvons utiliser ces valeurs de référence pour juger d'une manière un peu plus superficielle, c'est vrai, l'efficacité dans la gestion des sources de financement. Donc, dans une première phase, vous calculez l'indicateur, le nombre de rotations de l'actif total. Oui, vous pouvez calculer aussi la durée d'une rotation. Je vous ai dit, calculez les deux, mais utilisez en particulier le nombre de rotations pour tirer les conclusions. Les deux indicateurs vous offrent les mêmes informations, mais ici, je dirais que le nombre de rotations peut offrir des informations plus claires, en particulier pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de l'expérience dans ce domaine. Parce que si vous rédigez un rapport, vous le rédigez peut-être pour le management de la compagnie, pour des partenaires, pour des banques. Ce ne sont pas nécessairement des experts dans l'analyse financière. C'est plus facile de comprendre cet indicateur ici, le nombre de rotations de l'actif total. Vous calculez l'indicateur, vous expliquez ce qui se passe au niveau de chacun et vous essayez de tirer une conclusion concernant le niveau d'efficacité en vous rapportant à ces valeurs de référence que je vous donne. Ce sont des valeurs de référence assez superficielles, c'est vrai, si vous pensez en particulier qu'il devrait exister des différences importantes d'un secteur à l'autre. Imaginez, vous avez tout simplement un magasin qui vend des marchandises. Le chiffre d'affaires peut arriver à être assez élevé par rapport à la valeur de l'actif. Qu'est-ce que c'est que l'actif d'une telle compagnie va contenir? Dans la plupart des situations, le terrain et le bâtiment n'appartiennent pas à l'entreprise. Elle utilise l'espace, oui, en location. Donc, on ne trouve pas le terrain et le bâtiment dans la valeur de l'actif total. Le magasin a, je pense, du meuble, peut-être un ordinateur, un système de gestion et beaucoup de stocks de marchandises. Pas des créances, s'ils vendent à des clients personnes physiques, la compagnie encaisse toujours sur place. Un peu d'argent peut-être. Donc, l'actif est formé en particulier par les stocks de marchandises. Mais une vente, les marges, ça dépend. Mais il est à penser qu'une compagnie qui vend tout simplement des marchandises crée moins de la valeur ajoutée qu'une compagnie qui commence par le processus de production, donc processe la matière première, obtient les mêmes éléments, pour elle ce sont des produits finis, et les vend. C'est clair que cette compagnie produit plus de la valeur ajoutée. Donc ça signifie que le chiffre d'affaires de la compagnie qui gère juste le magasin, qui fait juste du commerce, son chiffre d'affaires, même si c'est élevé, parce qu'il y a beaucoup de ventes au niveau d'une année, le pourcentage du profit, la marge de profit, devrait être moins élevé. Oui. Et la compagnie qui produit, mais ne vend pas, n'entre pas sur le marché final, mais vend
Au magasin, évidemment, elle doit rester avec sa propre marge de profit et donc céder une marge de profit au magasin. Mais l'idée, c'est que le magasin, normalement, s'assume une marge de profit plus réduite par rapport à la situation où il produit aussi, où il fait aussi la production. Donc, l'actif peut être assez réduit comme valeur, assez réduit, si on pense que ce n'est pas nécessaire de tenir des outillages, des terrains, des bâtiments. Le chiffre d'affaires généré peut être assez élevé, bien que le ratio de profitabilité, le pourcentage du profit dans le chiffre d'affaires va être plus réduit. Mais l'idée, c'est que la manière dont laquelle le magasin arrive à son objectif de profit, c'est de rouler, de tourner beaucoup de fois l'actif par l'intermédiaire du chiffre d'affaires. Donc, un grand volume de vente avec des marges un peu plus réduites qui va à la fin nous apporter à une masse absolue de profit satisfaisante. Il y a l'autre extrême où la vitesse de rotation de l'actif est réduite. On tourne l'actif peut-être une fois ou même moins pendant une année par l'intermédiaire du chiffre d'affaires, mais la marge de profit est beaucoup plus élevée. Donc, ça varie d'une compagnie à l'autre, mais ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre. Et c'est à cause de ça qu'on peut essayer d'établir des niveaux de référence d'un secteur à l'autre. Oui, c'est à cause de ça que je dis que les valeurs que je vous ai données sont assez superficielles. Ce sont quand même des valeurs utilisées en général dans l'analyse financière. Et si vous pensez, je vous ai dit ça plusieurs fois dès le début du semestre, l'analyse a un certain niveau de superficialité. Si on essaye de établir des niveaux de référence pour chaque domaine, pour chaque type de compagnie, on va arriver à avoir des milliers de niveaux de référence, ce qui va compliquer beaucoup l'analyse. Et dans certains niveaux, ça devient déjà inefficace de l'affaire. Vous voyez? Donc, utilisez ces niveaux de référence que je vous ai donnés. En dynamique, d'une année à l'autre, évidemment, ce que nous voulons, c'est de voir une augmentation de la vitesse de rotation de l'actif total. Augmentation de la vitesse de rotation signifie quoi? Augmentation du nombre de rotations de l'actif total ou réduction de la durée d'une rotation. Oui, nous voulons que le nombre de rotations augmente et que la durée d'une rotation se réduise. Les deux sont liés, évidemment. Une augmentation du nombre de rotations de l'actif total d'une année à l'autre implique quoi? Évidemment, un indice de croissance du nombre de rotations de l'actif total, comment? Supérieur à 100%, oui. C'est ça ce qui montre une augmentation. Mais comme le nombre de rotations de l'actif total est calculé comme rapport entre le chiffre d'affaires et l'actif total, pour avoir un indice de croissance du nombre de rotations plus grand que 100%, il faut avoir, du point de vue mathématique, un indice de croissance du chiffre d'affaires plus grand que l'indice de croissance de l'actif total. C'est ça ce que nous voulons en dynamique. Nous voulons que le chiffre d'affaires augmente plus vite, plus accéléré que l'actif total et que le passif total. Bon, je pense avoir en détail l'actif. Je passe à l'analyse de l'efficacité de la gestion de l'actif immobilisé. Oui, là, nous avons les dimensions incorporelles, corporelles et financières. Dans la plupart des situations, la valeur la plus importante va être représentée par la valeur des dimensions corporelles. Terrain, bâtiment, outillage, meubles, ordinateurs, voitures, camions, matériel de transport. Ici aussi, on peut évaluer la vitesse de rotation par l'intermédiaire des deux indicateurs. Nombre de rotations de l'actif immobilisé par l'intermédiaire du chiffre d'affaires ou la durée d'une rotation.
Ma recommandation, c'est d'utiliser ici aussi avec de la priorité le nombre de rotations de l'actif immobilisé. Le calcul est évidemment très simple. Chiffre d'affaires sur actif immobilisé. C'est tout. Ce n'est pas dans des pourcentages. On ne mesure pas ce nombre dans des pourcentages, mais c'est en rotation. 3 rotations, 4 rotations, 5 rotations par an. Donc, on ne fait pas fois 100%. Ce n'est pas le cas. Euh, Toujours comme idée générale, on attend d'avoir au moins 4 rotations par an. Donc, pour l'actif total, au moins 2 rotations par an. Juste pour l'actif immobilisé, qui est évidemment plus réduit que l'actif total, on attend au moins 4 rotations par an. Comme expression de l'efficacité, d'une efficacité élevée. Bon. La partie qui nous intéresse, je dirais plus, la vitesse de rotation des stocks, des créances clients et des dettes fournisseurs. Ça nous intéresse beaucoup plus, je dirais, parce que ça marque la valeur du besoin en fonds de roulement de laquelle nous avons discuté déjà les 2 semaines précédentes. La vitesse de rotation des stocks, évidemment, de la même manière que pour l'actif total, elle peut être exprimée soit sous la forme du nombre de rotations des stocks au niveau d'une année, soit sous la forme de la durée d'une rotation, mesurée en jours. Ici, déjà, c'est préférable d'utiliser la durée de rotation. Pourquoi? La durée de rotation des stocks, qu'est-ce que c'est qu'elle signifie? Si vous vous rappelez de ce que vous avez discuté au management financier, où vous avez dédié un chapitre juste à l'analyse, à la gestion des stocks. Qu'est-ce que c'est la durée de rotation des stocks? Est-ce que vous vous rappelez? C'était l'expression de la durée d'un segment du cycle d'exploitation de l'entreprise, qui commence où? À la formation des stocks. Pour une compagnie qui fait de la production, ça signifie l'achat de la matière première. On utilise du capital pour acheter de la matière première et on forme comme ça les stocks de matière première, évidemment qui entrent dans la propriété de l'entreprise, donc dans le bilan, dans l'actif de l'entreprise. C'est le moment T0. D'ici, qu'est-ce qui se passe? Dans la grande majorité des situations, il y a une période de stockage. Oui, c'est la situation extraordinaire, particulière de la méthode just-in-time, dans laquelle on fait quoi? On essaye d'acheter les matières premières exactement au moment où on a besoin de les introduire dans le processus de production. Donc, on évite comme ça le stockage de matières premières. Mais pour la grande majorité des compagnies, ce n'est pas possible. Tout simplement, les risques de périssabilité, de rupture de stock sont très élevés. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui comptent ici et vous les avez discutés au management financier. Si vous avez le temps, peut-être vous les discuter un peu en détail dans la partie pratique de séminaire. Mais l'idée, c'est que en général, il y a une période de stockage. On préfère de garder toujours dans le stock, de garder toujours des matières premières pour pouvoir assurer la continuité de la production. Autrement, qu'est-ce qu'on fait si aujourd'hui on a besoin de produire mais on n'a pas les matières premières? On attend un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce quand les matières premières arrivent. Ça peut générer des grands blocages. Donc, pour éviter cette situation, la plupart des compagnies travaillent bien sûr avec des stocks. Et on établit la valeur des stocks, bien sûr, en relation avec le volume de la production. En général, pour des stocks, on garde des stocks pour pouvoir couvrir les besoins de consommation de matières premières pour une certaine période. 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Ça tient de l'entreprise. D'un côté, des stocks plus élevés réduisent le risque de blocage déterminé par la rupture de stock. De l'autre côté, des stocks très élevés impliquent des coûts avec le financement
parce que des stocks de grande valeur signifient du capital de grande valeur bloqué dans les stocks à chaque moment. Il y a d'autres facteurs. J'ai besoin de beaucoup d'heures pour les discuter. Je sais que vous les avez discutés au management financier. C'est évidemment la périssabilité, le coût associé au dépôt physique, loyer, électricité, salaire du personnel. Il y a toutes sortes de paramètres desquels vous avez tenu compte quand vous avez planifié le management des stocks. Mais le facteur le plus important en général, c'est le coût du capital bloqué dans les stocks. Donc, on achète les stocks de matières premières, on les garde dans le dépôt pour en moyenne pour quelques jours. Et ça dépend d'une compagnie à l'autre. Cette période se finit par quoi? Le moment où quelqu'un vient de la halle de production, rédige avec le gestionnaire du dépôt le bon de consommation et prendre des matières premières pour les apporter dans la halle de production. Le document qui vient de la comptabilité primaire va au bureau de comptabilité et le comptable va enregistrer dans la comptabilité financière 600 ans égale 300 ans. Donc, il va enregistrer la charge avec la matière première. Et comme ça, la disparition du stock de matière première. D'une partie, évidemment. Mais la matière première disparaît maintenant du point de vue économique, mais à son place, on a quoi? Elle est où? Elle se retrouve dans le processus de production. Déjà, la production a commencé, il y a, je pense, plusieurs opérations. Donc, d'une opération à l'autre, on processe plus la matière première, on aide de la valeur en utilisant la force de travail, les outillages, énergie électrique, d'autres matériels. On va vers un produit fini qui va englober ces ressources utilisées pour l'obtenir. Et donc, la valeur augmente comme ça. Donc, on parle dans cette période de production de quoi? De stock de production en cours. D'accord? Et finalement, une fois qu'on finit le processus de production, on fait le stockage des produits finis. On a des stocks de produits finis. Le capital du passif passe par toutes ces phases et arrive dans l'actif dans la forme de stock de produits finis. À un moment où nous arrivons de vendre les produits finis. Évidemment, la situation idéale est celle dans laquelle, une fois qu'on a fini le processus, on fait la livraison immédiatement. Mais ça se passe pour les compagnies qui travaillent juste basées sur des commandes. Mais pour la plupart des compagnies, ce n'est pas possible. On a besoin d'avoir toujours des stocks si on produit en série ou en masse. On a toujours besoin d'avoir des stocks de produits finis pour pouvoir assurer la continuité des ventes. Et dans ces conditions, la période du blocage du capital sous la forme des stocks finit où? Au moment de la vente des produits finis. Là, le capital quitte la forme des stocks. Et d'ici, on parle de quoi? Nous vendons les produits finis à nos clients. La situation générale est celle dans laquelle les stocks dans l'actif sont remplacés maintenant par des créances, des droits d'encaissement. C'est une situation particulière, celle dans laquelle nous encaissons au moment de la vente. La situation générale est celle dans laquelle on vend et on offre un délai de paiement pour nous d'encaissement. Donc, le capital quitte ici la forme de stock et prend maintenant la forme, dans l'actif évidemment, la forme des créances clients. Mais la durée de rotation des stocks que nous calculons maintenant essaye d'approximer la période pendant laquelle le capital reste en moyenne sous la forme de stock. La période qui commence au moment où nous formons les stocks de matières premières, qui passe par toutes les étapes que j'ai discutées et qui finit au moment de la vente des produits finis. Donc, encore une fois, la durée de rotation des stocks. Moment T0 initial, c'est le moment où on achète la matière première. Le moment final de cette durée, le moment où nous vendons les produits finis. Je vous prie de comprendre que cet indicateur, durée de rotation des stocks, est une approximation de la durée que j'ai décrite.
Oui. Donc, en calculant l'indicateur comme ça, stock sur chiffre d'affaires fois 365, on obtient une estimation de la durée moyenne de la rotation des stocks. OK? Quand est-ce que nous sommes plus efficaces? Quand cette durée est longue ou courte? Petite. Oui. Nous voulons toujours minimiser cette durée de rotation des stocks. Je voudrais minimiser la durée entre le moment où j'achète la matière première et le moment où je vends le produit fini. Pour beaucoup de raisons. Donc, pour être plus efficace dans le management des stocks, je vais essayer de réduire cette durée de rotation. Pour faire ça, j'ai besoin de comprendre quels sont ces segments composants. Et je peux toucher chaque segment. Je peux penser à la partie de stockage de matières premières. Comment est-ce que je peux faire pour réduire la durée de stockage de la matière première moyenne? Oui, je peux penser, bon, j'applique tout simplement la méthode just in time. Demain matin, je veux commencer un cycle de production et j'ai besoin d'introduire dans la production 20 mètres cubiques de matière première. Je parle avec les fournisseurs ce soir et je les demande de me fournir, de me livrer demain matin à 6 heures les 20 mètres cubiques de matière première. Comme ça, il n'y a pas une période de stockage. Je fais la réception de la matière première et je l'introduis directement dans la production. Oui, mais il y a le risque que le fournisseur dise nous n'avons pas les 20 mètres cubiques maintenant ou nous ne pouvons pas faire la livraison demain matin pour toutes sortes de raisons. Et c'est très probable que ça se passe. Et si ça se passe, évidemment, nous perdons demain ou qui sait combien de jours jusqu'à ce que nous arrivons à avoir la matière première et de pouvoir commencer à produire. Ça va avoir beaucoup d'implications, beaucoup d'implications. D'un côté, il y a une période dans laquelle nous ne faisons rien, nous n'exploitons pas les ressources, les autres ressources. De l'autre côté, nous avons des commandes qui viennent des clients et nous ne pouvons pas les fournir, les produits finis. Donc, il y a beaucoup de conséquences. C'est ce qu'on appelle les ruptures de stock. Bien sûr, une autre implication peut être liée au coût de transport. Parce que nous pouvons penser, c'est meilleur de n'acheter juste 20 mètres cubiques à un moment donné, mais d'acheter 200 mètres cubiques, de les apporter par le train peut-être, et de minimiser les coûts de transport. À la même fois, on peut peut-être obtenir des réductions à cause de la quantité plus élevée que nous achetons à un moment donné de notre fournisseur. Donc, il y a des raisons pour n'appliquer pas la méthode just in time. Et comme je dis, la plupart des compagnies ne peuvent pas, n'arrivent pas de l'appliquer. Oui. Donc, si quand même notre durée moyenne de stockage de matières premières est de, je ne sais pas, 20 jours, et nous essayons, ça génère quoi? Si la durée de rotation des stocks juste de matières premières de 20 jours, ça signifie quoi? Qu'en moyenne, les matières premières restent dans le dépôt pour 20 jours avant d'être introduites dans la production. Donc, du moment de leur achat jusqu'au moment de l'introduction dans la production. Oui? Et ça signifie que la matière première qui se retrouve dans le stock à chaque moment, bien sûr en dynamique, en moyenne, est suffisante pour couvrir les besoins de production de 20 jours. Donc, les besoins de consommation de 20 jours. Si la valeur du stock permet la consommation pour 20 jours,
elle est liée directement au volume d'activité. Parce que si on consomme 1 mètre cubique de matière première par jour, une durée de rotation de 20 jours signifie des stocks de matière première de 20 mètres cubiques. Donc, la valeur du stock à un moment donné est déterminée par deux facteurs: la vitesse de rotation et le volume d'activité, qui marque le volume de la consommation. Si on consomme 2 mètres cubiques de matière première par jour et on planifie de assurer une vitesse de rotation de 20 jours, une durée de rotation de 20 jours pour la matière première, ça signifie qu'à chaque moment, nous gardons des stocks de matière première de 40 mètres cubiques. Oui? 2 mètres cubiques consommés par jour fois 20 jours de consommation, la durée de rotation. Donc, encore une fois, la valeur du stock est marquée par le volume d'activité moyen par jour et par la durée de rotation des stocks. Donc, comme ça, la durée de rotation des stocks marque le volume des stocks et d'ici, évidemment, la valeur des stocks et d'ici, évidemment, la valeur du capital, du passif bloqué à chaque moment dans des stocks de matières premières. Et d'ici, le besoin en fonds de roulement qui est déterminé par le besoin de financement cyclique, les stocks et les créances. Donc, en réduisant la durée de rotation des stocks de matières premières, on réduit la valeur des stocks de matières premières et on réduit comme ça le besoin en fonds de roulement. La même chose pour les stocks de production en cours, les stocks dans des différentes phases de production. La durée de rotation de ces stocks est marquée par la durée du cycle de production, qui à son tour est marquée bien sûr par la complexité du processus de production, mais aussi par le nombre d'employés impliqués dans la production, leur productivité. À son tour, la productivité est marquée, je pense, par leur motivation et leur connaissance, leur qualification, le nombre d'outillages, la capacité des outillages, la vitesse de fonctionnement des outillages, donc en général la performance des outillages, même la qualité de la matière première, beaucoup de facteurs. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire la durée de rotation des stocks de production en cours et en faisant ça pour réduire le volume de stocks de production en cours à chaque moment et comme ça réduire la valeur de ces stocks et comme ça le besoin en fonds de roulement? Il faut faire quelque chose pour réduire le temps de production, la durée du cycle de production. Ça peut se faire peut-être par des matières premières de meilleure qualité, par plus de personnel, par du personnel qui est plus productif, en augmentant la productivité par l'augmentation de leur niveau de motivation ou de qualification, en achetant plus des outillages plus performants. Oui. Donc, il y a des choses auxquelles on peut regarder toujours pour réduire la durée de rotation des stocks de production en cours. Mais quoi concernant les produits finis? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de stocks de produits finis? Parce que si j'ai un magasin chez vous et vous entrez dans mon magasin pour acheter quelque chose et je n'ai rien là, mais je vous dis, ne vous inquiétez pas. Regardez ici le catalogue. Qu'est-ce que vous voulez du pain? Ah, ok, pas de problème. Faites la commande aujourd'hui et je vais acheter la farine. Ça me prend 14 jours pour la maturation de la farine. Dans un autre jour, j'obtiens le pain. Donc, en 15 jours, je vous donne le pain. Vous allez mourir de faim. Bon, pas vraiment dans 15 jours, mais ça va être assez difficile. Donc, évidemment, j'ai besoin d'assurer la continuité dans les ventes. J'ai besoin à chaque moment d'avoir des produits à livrer. Ça dépend évidemment de la manière dans laquelle je planifie mon activité. Il y a des compagnies en général plus petites qui travaillent juste basées sur des commandes. Vous voulez que je vous produise un set de meubles pour votre cuisine? Je peux avoir cette approche. Nous avons un contact, je viens pour mesurer, nous faisons un projet, nous agréons les coûts, je achète la matière première, je produis, je viens et j'installe le set de meubles.
Évidemment, ce n'est pas une activité très efficace. Je préférerais de travailler, de faire une production de série ou de masse pour obtenir toutes sortes d'économies d'échelle. Oui? Bon. Donc, en principe, pour augmenter l'efficacité de la gestion des stocks, on va essayer toujours de réduire la durée de rotation des stocks. Donc, de augmenter le nombre de rotations des stocks. Tout en prenant soin de n'entrer pas en rupture de stock. Donc, si vous proposez des mesures de correction, vous allez dans ces directions. On attend donc quoi? D'une année à l'autre, une réduction de la durée de rotation des stocks. Donc, un indice de croissance de la durée de rotation des stocks comment? Inférieur à 5%. Oui? Nous voulons une réduction pour être plus efficace. Ça se passe quand l'indice d'une année à l'autre, l'indice de croissance du chiffre d'affaires est plus grand que l'indice de croissance des stocks. La relation est laquelle quand même? Le chiffre d'affaires augmente, il enregistre un indice de croissance de plus de 100%. Le chiffre d'affaires augmente, donc le volume d'activité augmente. Mais comme la durée de rotation des stocks se réduit, donc son indice de croissance est de moins de 5%, les stocks n'augmentent pas par le même indice de croissance que le chiffre d'affaires, augmentent par une vitesse plus réduite, moins accélérée, ou même se réduisent les stocks. Donc c'est ça ce que nous ciblons. Nous ciblons de réduire la valeur des stocks en réduisant leur durée de rotation. J'espère que vous comprenez. Je sais qu'on peut discuter beaucoup sur le sujet, j'espère que vous comprenez. Comme niveau de référence très général, prenez s'il vous plaît ici 45 jours pour une compagnie qui fait de la production. Évidemment, les processus peuvent être très différents. Donc, au niveau d'une certaine compagnie, vous avez besoin de comprendre le processus. Mais pour le moment, comme idée générale, prenez 45 jours. Je reviens à ma base de données. Et vous voyez ici avec moi, voilà, l'évolution de la durée de rotation des stocks au niveau de toutes les compagnies, les 63 000 compagnies de toute la région de l'Ouest pour la période 2012-2019. Vous voyez ici, j'ai pris sur cette ligne la somme des stocks de tous les bilans de toutes les compagnies. Ici, vous voyez la somme des chiffres d'affaires. Un moment. Ici, vous avez la durée de rotation, de la rotation des stocks, mesurée en jours. Donc, calculez, voilà, comme rapport entre la valeur des stocks, la valeur du chiffre d'affaires fois 365. Oui? Donc, vous observez une moyenne de, voilà, 55 jusqu'à 60 jours, la durée de rotation des stocks. Oui, plus proche de 55. Encore une fois, c'est la moyenne au niveau de toute l'économie, tous les domaines d'activité. Et c'est la moyenne, ça ne signifie pas que c'est la valeur idéale. De notre point de vue, je vous ai dit, nous essayons toujours de réduire cette durée de rotation des stocks pour pouvoir réduire la valeur des stocks, pour pouvoir réduire le capital bloqué, donc pour réduire le besoin en fonds de roulement. En dynamique, voilà, si nous prenons par exemple la variation de 2012 à 2013, vous observez que la durée de rotation des stocks, la voilà ici, se réduit un peu de 58 à 57 jours par rotation. Alors, c'est comment l'indice de croissance du chiffre d'affaires
par comparaison à l'indice de croissance des stocks. Si l'efficacité de la gestion des stocks augmente, donc la durée de rotation se réduit. Évidemment, l'indice de croissance de la durée est de moins de 5% si la durée se réduit. Et ça signifie que l'indice de croissance des stocks est inférieur à l'indice de croissance du chiffre d'affaires. L'indice de croissance du chiffre d'affaires est supérieur à l'indice de croissance des stocks. Et ça détermine une réduction de la durée de rotation. Ça détermine, du point de vue mathématique, c'est la réduction de la durée de rotation qui détermine l'augmentation moins accélérée des stocks par comparaison à l'augmentation du chiffre d'affaires. En 2014, par comparaison à 2013, vous voyez que le chiffre d'affaires total augmente. Il y a un indice de 106%, 2014 par comparaison à 2013. Mais la durée de rotation des stocks se réduit de 57, presque 58 à 55 jours. Donc, par un indice de croissance de voilà 95%. Ça détermine, ça fait que les stocks, d'un côté, évidemment, les stocks augmentent à cause de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais dans les conditions où l'efficacité de leur gestion augmente, donc la durée de rotation se réduit, l'augmentation des stocks est moins accélérée que l'augmentation du chiffre d'affaires. On peut augmenter le chiffre d'affaires sans augmenter les stocks du même rythme, oui, par le même taux de croissance, indice de croissance. J'espère que vous comprenez. Par contre, voilà, ici en 2018, vous observez une augmentation de la durée de rotation des stocks de 52 à 55, presque 56 jours. Ça détermine quoi? Les deux facteurs, l'augmentation de la durée de rotation des stocks et l'augmentation du chiffre d'affaires, les deux déterminent l'augmentation des stocks. Donc, d'une année à l'autre, voilà, la durée de rotation des stocks augmente par un indice de croissance de 106,5%. Le chiffre d'affaires, lui aussi, il augmente par un indice de 103%. À cause de tous ces deux modifications, tous les deux facteurs augmentent, tous les deux influencent, déterminent l'augmentation des stocks. Et voilà, l'indice de croissance des stocks est de 109%. C'est plus que l'indice de croissance du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les stocks n'augmentent pas juste à cause de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi à cause de l'augmentation de la durée de rotation des stocks. Bon. L'efficacité de la gestion des créances clients est dans le passif des dettes fournisseurs. On peut ici aussi utiliser la durée de rotation ou le nombre de rotations. Mais je dirais que c'est beaucoup plus utile d'utiliser la durée de rotation. La durée de rotation des créances clients essaie de montrer quoi? Quelle période? La période qui commence, ou bon, si vous voulez, la période pour laquelle le capital du passif reste bloqué en moyenne sous la forme des créances clients, ou si vous voulez, dans les mains des clients. C'est la période qui commence au moment de la vente, donc le moment où nous vendons à notre client et nous rédigeons la facture. Et dans la comptabilité financière basée sur la facture, nous écrivons là, nous enregistrons 411,1 égale 701 et peut-être 4427. Donc 411,1, c'est le compte où nous enregistrons les créances clients. Oui. Et la créance reste jusqu'à ce quand? Évidemment, jusqu'au moment de son encaissement. Disons que nous accordons à nos clients un délai de paiement de 30 jours. C'est, disons, l'horizon le plus commun.
Si vous demandez n'importe qui dans le monde quelle était une durée acceptable pour les créances clients, un délai d'encaissement, de paiement du point de vue du client, je pense que la plupart des gens disaient 30 jours. Évidemment, ce n'est pas valable pour chaque entreprise. N'oubliez pas les entreprises qui vendent à des personnes physiques et qui encaissent toujours sur place au moment de la vente. Oui, il n'y a pas de délai d'encaissement là, où il y a beaucoup de compagnies, beaucoup, assez, qui encaissent en avance. Mais comme idée générale, si vous voulez penser à une valeur de référence, pensez à 30 jours. C'est le délai que vous accordez au client. Je suis votre client, nous discutons, nous signons un contrat, vous faites la livraison, vous rédigez la facture et vous me donnez soit nous pouvons avoir un contrat ou pas nécessairement. Donc, basé sur le contrat ou sur la facture, en tout cas, nous discutons 30 jours. Je devrais vous payer en 30 jours. Mais ça peut se passer où les 30 jours passent et je ne paye pas. Je paye en 32, 33, 35 jours, même plus. Vous voyez, quand des relations traditionnelles se forment entre les entreprises, les clients arrivent de se permettre de dépasser au moins un peu le délai. Si je suis votre client depuis des années, vous savez que je vais payer. Moi, je sais que, bon, pour vous et pour moi, notre relation commerciale est importante. Et à un moment donné, je vous appelle et je vous dis, vous voyez, je dois payer demain, mais je n'ai pas encaissé d'un client et j'ai besoin d'encore 2 ou 3 jours. Et vous dites, bon, aucun problème, évidemment, nous avons les relations traditionnelles. La fois passée, je fais peut-être la même chose. Et dans certains moments, j'arrive d'être en retard 2, 3, 5 jours, sans vous appeler, vous acceptez ça. Et comme ça, vous voyez, la durée de rotation des créances, le délai réel de paiement peut arriver à être plus grand que le délai accepté sur le papier dans la relation entre les entreprises, vous voyez. Donc, quand nous calculons cette durée de rotation des créances clients, nous essayons d'estimer cette durée réelle, ce délai réel de paiement des clients. C'est une approximation. Donc, on va trouver dans l'entreprise toujours des informations plus exactes que ça. Mais quand nous analysons une compagnie pour laquelle nous n'avons pas accès en détail à la situation de chaque client, et quand nous voulons faire des comparaisons entre les compagnies, c'est un indicateur assez important. Et je reviens à la projection de mon écran. Vous voyez ici la statistique au niveau de toute la région concernant les durées de rotation des créances clients. Donc, encore une fois, les 60, 62, 63 000 compagnies au niveau de la région. Mais vous pouvez voir ces statistiques comme relevantes au niveau national. Voilà, vous avez ici la somme au niveau de chacun. Vous avez ici la somme des créances clients pour toutes les compagnies. Vous avez ici le chiffre d'affaires. Et parmi beaucoup d'autres indicateurs, vous voyez, voilà ici, la durée de rotation moyenne, évidemment, au niveau de l'économie, la durée de rotation des créances clients, une estimation du délai d'encaissement. Vous voyez, on a dit peut-être que tout le monde pense à 30 jours. Vous observez que le délai moyen est plutôt de 60, 65, 60, presque ça, 70 jours. La moyenne, mais n'oubliez pas, la moyenne ne peut pas représenter le niveau optimal. Encore une fois, pourquoi? À cause de cette statistique concernant les résultats, où vous voyez que plus d'une moitié des compagnies rapportent des pertes. Donc, cette moyenne, même la moyenne concernant le délai d'encaissement, cache quoi? Beaucoup de compagnies qui ne sont pas performantes. Pourquoi établir comme objectif d'être au niveau de la moyenne? Ça n'a pas du sens. Donc, c'est un bon niveau de référence, mais sûrement ce n'est pas suffisant d'être à ce niveau. C'est important de pouvoir se rapporter à cette moyenne, mais sûrement une durée de rotation de 60 jours
qui est la durée moyenne, ne peut pas représenter par définition le point optimal. De notre point de vue, et je vous prie d'essayer de voir les choses comme ça, à un certain niveau d'activité, à une certaine valeur des ventes, le chiffre d'affaires vu dans sa valeur annuelle, ou vous pouvez le voir par mois ou par jour. Donc, à un certain niveau de chiffre d'affaires. Pensez, si la durée, disons que vous vendez de 10 000 euros par jour, la valeur, le chiffre d'affaires par jour. Si la durée de rotation des créances est nulle, zéro, à chaque moment, les créances sont nulles. Vous vendez toujours et vous encaissez sur place. Si au même niveau d'activité, vous accordez des délais de encaissement d'un jour, vous arrivez toujours à des créances de 10 000. Si la durée augmente à 2 jours, à chaque moment, vous allez avoir des créances de 20 000. Donc, vous voyez que la valeur des créances clients à chaque moment est déterminée par la valeur du chiffre d'affaires moyen par jour et par la durée de rotation des créances, le délai d'encaissement. Est-ce que vous vous proposez comme objectif d'avoir à chaque moment des niveaux élevés des créances clients? Non. La plupart des compagnies que je connais aimeraient bien être dans la situation d'encaisser en avance ou au moins sur place au moment de la vente. Il n'y a aucune raison de rêver d'accorder des créances, ce qui signifie quoi? De laisser ton capital, le capital du passif de ton entreprise, à la disposition des clients, donc de financer l'activité des clients. Les créances, pour toi, représentent, dans la logique des 2 semaines passées, où on a discuté l'équilibre financier, les créances représentent quoi? Des besoins de financement cyclique, une base pour le besoin en fonds de roulement. Mais pour votre client, elle représente quoi? Des dettes fournisseurs, une source de financement cyclique. Donc, comme ça, vous financez le besoin de financement cyclique de votre client. Est-ce que c'est un but? Ce n'est pas le cas. Ce que vous voulez, c'est de convaincre le client d'acheter de vous. Et je pense que dans ce but, vous acceptez qu'il paye plus tard. Donc, plutôt les créances représentent un instrument de marketing, peut-être, pas un but final. Sûrement, vous voulez vendre plus, mais à la même fois, vous voulez réduire la valeur des créances. Et la seule manière dans laquelle vous pouvez faire ça, donc réduire le capital bloqué dans les créances, c'est de réduire la durée de rotation des créances. Comment faire ça sans perdre les clients? C'est un sujet auquel vous devez réfléchir beaucoup plus. Et je n'ai encore que 2 minutes, mais je vous laisse avancer et développer peut-être un peu le sujet avec mon collègue M. Such. Le dernier sujet que je dois toucher, je l'ai touché déjà, c'est la durée de rotation des dettes fournisseurs. N'oubliez pas qu'ici, la logique s'est un peu inversée. Ici, nous voulons attirer les dettes fournisseurs. Pour nous, ici, les dettes fournisseurs représentent des sources de financement, des sources cycliques, du capital qui peut couvrir au moins une partie des besoins de financement cyclique. Donc ici, je veux une durée de rotation plus longue et comme ça, à un certain niveau d'activité, je vais aussi de maximiser la valeur des dettes fournisseurs. De la même manière, la durée de la rotation de la dette fournisseur, elle est marquée d'un côté par ce que je négocie avec les fournisseurs, mais je peux arriver dans la situation de la dépasser. Encore une fois, quand il y a des relations traditionnelles avec le fournisseur, la première fois que j'ai un problème, je l'appelle, je lui dis, j'ai besoin de payer 2-3 jours plus tard, il dit OK. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, je paye autant. Mais en temps, j'arrive de dépasser le délai. Bon, j'espère que pas moi, mais ça se passe en pratique dans beaucoup de situations. Le client arrive de dépasser le délai et le fournisseur, en vue de cette relation traditionnelle, accepte ces paiements en retard. Je ne sais pas. Et comme ça, on arrive à une durée de rotation de dettes fournisseurs peut-être un peu plus longue, mais marquée aussi par le fait que je ne paye pas autant établi au niveau du contrat. Ici, il y a plusieurs situations. Il y a la situation où le fournisseur accepte en perspective ça, ce comportement, mais il y a aussi des situations où
j'ai des difficultés financières, j'arrive à être en retard 10 jours, 20 jours, 30 jours, qui sait. À un moment donné, vous pouvez voir dans mon bilan des dettes fournisseurs de grande valeur, mais ce ne sont pas des dettes ou ce n'est pas un niveau soutenable. Je ne peux pas assurer la continuité de mon activité tout simplement parce que les fournisseurs ne vont plus accepter de me vendre avec moi en payant à ces délais. Donc, c'est très important de voir si, oui, je veux toujours prolonger la durée de rotation des fournisseurs, mais avec l'accept des fournisseurs dans des conditions soutenables. Je m'arrête ici et je vous laisse avec mon collègue M. Such pour appliquer ça. Donc, calculer les indicateurs sur vos situations financières, essayer de faire l'analyse statique, de voir comment vous pouvez les interpréter du point de vue statique pour chacun, analyser la dynamique, voir si c'est une perspective positive ou négative du point de vue économique pour chaque indicateur, comprendre les causes de ces dynamiques et proposer des mesures possibles de correction pour la troisième année. S'il y a des questions, quand même, je reste à votre disposition, s'il vous plaît. Pour moi, ça va. Merci. Pour moi, ça va aussi. Bon. Alors, nous nous revoyons demain pour le management des coûts. Au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur, j'ai pas pu faire la présence. J'ai dépassé 9h50. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu plus tard? Oui, à 51. Désolé pour le retard. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi de vous enregistrer? Parce que je me suis rappelé. C'est exactement parce que j'ai fixé avec mon collègue la plateforme comme ça. Vous avez juste 10 minutes pour vous enregistrer, exactement pour n'être pas en retard. Oui, voilà. Je me suis rappelé maintenant. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Mais je vais vous enregistrer. Oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Au revoir, à demain. Au revoir.